Merci de nous recevoir chez vous à ce magazine d'information politique continentale. Bref, un magazine d'information afro-mondiale. Vous êtes chez vous. Retenez que vous êtes face à votre télévision, celle qui vous ressemble, et celle qui vous donne comme ça l'information de tous les mouvements et de tout le travail effectué par nos gouvernants qui n'ont pas de repos. Il faudrait le savoir. Et pour mieux le comprendre, il faut regarder ce magazine qui est diffusé sur votre petit écran. Au sommaire de ce magazine, nous parlerons du Congo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire bien sûr, du Cameroun, du Togo, du Bénin, bref, de tous ces pays où les dirigeants ont décidé de porter à cœur les soucis et les préoccupations de leur population. Restez des nôtres. En ouverture de ce magazine d'information continentale, nous allons au Gabon. Au Gabon, l'Assemblée nationale a montré que l'Afrique a grandi et l'Afrique a mûri. L'Assemblée nationale gabonaise avait donné son quitus pour les réformes constitutionnelles. Eh bien, cette révision constitutionnelle au Gabon a été approuvée et validée par le Parlement gabonais. Et retenez que les grandes lignes ont été le principe de l'alignement de tous les mandats politiques, à savoir les mandats présidentiels, les mandats de députés, tous les mandats politiques, le passage de l'âge de 18 à 30 ans pour espérer briguer la magistrature suprême de ce pays d'Afrique centrale, au cœur même de l'Afrique centrale. Le Gabon a décidé d'innover. Toutes les chambres, toutes les hautes chambres, à savoir l'Assemblée nationale et le Parlement, ont validé cette révision de la Constitution. Et quand on sait qu'au Gabon aujourd'hui, la Cour constitutionnelle avait mis en route une idée géniale et qui commence à faire des fruits un peu partout en Afrique, à savoir une campagne de sensibilisation au processus électoral. Mais parlons déjà de cette révision et allons-y voir ce qui s'est passé au Parlement gabonais au sujet de la révision constitutionnelle. Charlotte Abdoulaye était DOC. Le Parlement gabonais réuni en congrès sur convocation du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, conformément à l'article 109 de la Constitution de la République gabonaise. La séance plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable M. Faustin Boukoubi, par ailleurs président du congrès, avait à ses côtés le président du Sénat, Mme Lucie Milbou-Aubusson. Cette plénière avait pour but d'entériner l'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise à la suite des recommandations issues de la concertation politique de la majorité présidentielle et de l'opposition gabonaise. Les groupes parlementaires et non inscrits se sont succédés au perchoir pour expliquer le sens de leur vote et donner les consignes à leurs membres avant l'ouverture officielle de la séance plénière, ceci sous le regard attentif du Premier ministre de la République, M. Alain-Claude Billy-Bizet, qui conduisait l'équipe gouvernementale. Ce sont les articles 4, 9, 10, 11, 15 et 111 de la Constitution qui ont été modifiés et adoptés ce 6 avril 2023. Ils concernent les élections, notamment le suffrage, l'âge d'éligibilité, la durée du mandat du président de la République, des candidats éligibles à la fonction de président de la République, la nomination du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, l'organisation du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que la désignation de ses membres. Cette révision consacre entre autres le principe de l'alignement de tous les mandats politiques et l'harmonisation de la durée à 5 ans, mandat du président de la République, des sénateurs, des députés, des élus locaux, la non-limitation de tous les mandats politiques, l'adoption du scrutin à un tour pour toutes les élections politiques, le passage de 18 ans à 30 ans de l'âge d'éligibilité pour le président de la République, le passage de 40 ans à 35 ans de l'âge d'éligibilité pour les sénateurs et le passage du délai de l'enrôlement de 45 à 30 jours. À l'issue du scrutin, la révision de la Constitution gabonaise a été plébiscitée à la majorité absolue avec 178 voix pour, 8 voix contre et 12 abstentions, soit un taux de 86%. Par le vote de la présente révision, le Parlement s'inscrit, comme d'accoutumé, dans l'élaboration de projets d'avant-garde pour l'affermissement de notre démocratie et de l'état de droit. Je voudrais encore une fois, au nom du président de la République, chef de l'État, au nom du gouvernement de la République, manifester notre profonde reconnaissance. Puis chacun de nous s'approprie les modifications actuelles, afin que, une fois la loi promulguée et publiée, nous puissions tous en faire large écho auprès de nos compatriotes et de leur présenter les avancées que présente cette révision et l'adoption des lois à venir. Le président du Conseil a félicité les collègues pour la sérénité dans laquelle et le calme dans lequel les débats se sont déroulés. En application stricte de la Constitution en vigueur, vous venez d'accomplir une exigence légale. Par votre participation à ce congrès,
réunissant dans les chambres du Parlement et par l'expression de vos suffrages clairs et massifs. Nous pouvons dire mission accomplie. Nous repassons le relais au gouvernement afin de jouer son rôle jusqu'à la mise en œuvre des nouvelles dispositions. Il est à noter que cette révision de la Constitution gabonaise intervient quelques mois avant la tenue des prochaines échéances électorales au Gabon. Voilà que l'Afrique aujourd'hui donne une leçon au monde entier en disant tout simplement qu'on a grandi et qu'en Afrique on sait prendre nos responsabilités. Plus besoin d'avoir des heurts après des scrutins, il faudrait aujourd'hui que les uns et les autres préparent tous ces instants après des scrutins. Et le Parlement gabonais a eu raison de poursuivre ce qu'avait déjà initié l'Assemblée nationale gabonaise. Nous allons au Bénin. Au Bénin, retenez tout simplement la mise en œuvre du dispositif Azoli, consacré à donner la chance aux jeunes, la possibilité pratique d'être formés à un métier, la formation et l'injection de ces jeunes sur le marché de l'emploi. Et ce sont 94 jeunes qui ont reçu leur attestation de formation. Une formation comme celle-là qui montre encore une fois le désir fort du président Patrice Talon de la République du Bénin, qui a décidé comme ça aujourd'hui de ne pas laisser les jeunes à l'abandon. Et les jeunes doivent aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des très grandes études, se mettre à prendre un métier, à être formés pour tout de suite être opérationnels sur le marché du travail. Reportage de Charlotte Abdoulaye. C'est la cour de la mairie d'Abomey qui a abrité la cérémonie de remise d'attestation à 94 jeunes. Après 6 mois de stage d'apprentissage, durant lesquels ils ont reçu une formation en fabrication de matelas et de meubles de haute gamme par l'entreprise Ingecob ATP, ces jeunes venus de tous les départements du pays ont reçu leur parchemin. C'est grâce au dispositif Azoli, qui signifie le chemin de l'emploi. Je me réjouis qu'aujourd'hui nous puissions donner la chance à 94 jeunes de pouvoir s'insérer professionnellement. La bonne leçon à tirer, c'est que le chef d'entreprise qui a contribué à les former en recrute déjà 25 lui-même. Nous avons actuellement plus de 4000 jeunes qui suivent ces formations dans les entreprises et nous avons un gros lot qui se retrouve à la GDIZ. La mise en stage d'apprentissage est alors la stratégie trouvée par le gouvernement pour rendre disponible sur le marché de l'emploi des jeunes béninois ayant le profil d'ouvriers spécialisés dans les domaines d'emploi, en adéquation avec des besoins de l'économie. J'ai transmis aux apprenants un savoir-faire pratique et un savoir-être professionnel qui leur permettront de réussir dans la vie active. Prenant la parole au nom des bénéficiaires de la formation, M. Samson Houtin s'est montré reconnaissant vis-à-vis du gouvernement qui a initié ce projet à l'endroit des peu ou pas instruits. Durant 6 mois, nous avons reçu des connaissances dans la production de mousse, la couture de matelas et la fabrication des miroirs. Nous voulons sincèrement remercier le PDG d'avoir recruté 25 parmi la 94. L'hôte de cette cérémonie, en l'occurrence le maire de la commune d'Abomey, M. Antoine Djedou, s'est réjoui de cette initiative. Qu'il me soit permis de saluer ici et maintenant les efforts du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon en faveur de la promotion de l'emploi durable pour les jeunes de notre pays. L'autorité préfectorale du département du Zou, M. Aimé Firmin Couton, a, comme ses prédécesseurs, loué les mérites de ce projet qui sort des milliers de jeunes des griffes du chômage. C'est le lieu de saluer ce programme. Il me plaît d'exhorter toutes les entreprises opérant dans le département du Zou et remplissant les critères à ouvrir leurs portes aux jeunes, à emboîter leurs pas en Ingecob Bénin. Le dispositif Azoli, initié par le gouvernement béninois grâce au financement de la Banque mondiale, vise à accroître l'inclusion économique des jeunes âgés de 15 à 30 ans en situation de sous-emploi ou en inactivité, ayant un faible niveau d'instruction et à renforcer les services de l'emploi et le système de formation technique au Bénin. Il permet donc de pallier au chômage. C'est au Togo que le ministre de l'Environnement a décidé d'aller à la rencontre des chefs traditionnels. Pour quelle raison? Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de prendre simplement des décisions sans le consentement des populations. Et ces populations sont toujours représentées par leurs différents chefs traditionnels. C'est ce qui a valu le déplacement du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières qui est allé à la rencontre des chefs traditionnels.
Ensemble, ils ont évoqué les sujets sur le reboisement et la sensibilisation à la préservation de la forêt. L'ordre du jour était ainsi planté, une bonne ambiance entre le ministre et les chefs traditionnels pour un bon devenir pour le Togo. Et répondant aussi de facto à ce souci permanent qui mine la planète, à savoir le changement climatique. Nous allons tout de suite au Togo, un reportage de Muriel Kwaku. Le ministre de l'Environnement du Togo envisage une couverture forestière de 25% d'ici 2025 et 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Cet objectif ne sera atteint que si les terres pour planter les arbres sont disponibles ainsi que l'implication de tous les citoyens. À 2 mois de la 3e phase de la campagne nationale reboisement, le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières, M. Katari Foulibazi, sollicite le soutien des chefs traditionnels. Nos propriétaires terriens, des fois, sont réticents. Mais nous essayons de leur expliquer le bien fondé de la chose. Et pas si longtemps, nous avons pu distribuer des fiches aux populations, les gens, de pouvoir donner des parcelles pour que nous puissions faire des reboisements pour pouvoir appuyer les autorités de la préfecture. Nous savons que nos forêts sont en destruction massive parce que chaque année, il y a les coupures anarchiques, les feux de brousse qui détruisent nos forêts. Sur les 23 millions d'arbres prévus en 2022, plus de 5 millions ont été plantés sur près de 8000 hectares. Un gros challenge reste à relever. M. Katari Foulibazi, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo, et les chefs traditionnels se sont mis d'accord pour vite commencer les opérations de reboisement cette année au Togo. Nous voulons porter à la connaissance de toute la population qu'il ne faut pas attendre le 1er juin pour commencer le reboisement. Mais le 1er juin restera toujours la date symbolique au cours de laquelle les autorités, et le chef de l'État l'a déjà fait, maintenant le Premier ministre et les autres membres du gouvernement et toutes les entités montreront leur engagement à accompagner le gouvernement dans cette politique de reboisement. Nous avons abordé avec eux le problème d'entretien et de suivi des plans. Parce que nous avons constaté que les efforts sont faits, mais il arrive que par manque de suivi, on assiste à des feux de brousse qui détruisent les efforts qui sont consentis par ces populations. Et comme au Togo, la terre appartient aux collectivités, nous avons estimé que les chefs traditionnels sont les mieux placés pour céder certaines surfaces pour que le reboisement puisse avoir lieu, ou du moins pour la réussite de cette politique de reboisement. Face à la crise climatique, le reboisement est une solution. Plus encore, c'est un moyen de renforcer les 24% de forêts qui restent au Togo. Planter un arbre n'est plus exclusivement réservé au gouvernement ou encore aux ONG environnementales. C'est une affaire de tous. Nous allons tout de suite au Cameroun, ce pays bilingue situé tout simplement sur la corne de l'Afrique, en pleine Afrique équatoriale, et à Douala, sa capitale économique, où s'est tenu le renforcement des capacités des responsables de la chaîne d'exécution des services déconcentrés du ministère de l'Éducation de base pour la région du littoral. Notre équipe, sous la direction de Raoul Sankoué, s'est attelée à nous rapporter des belles images pour encore montrer à toute l'Afrique que ce qui bouge dans nos différents pays et pour renforcer notre manière à nous de penser Afrique. Raoul Sankoué. La formation des responsables de la chaîne d'exécution du budget des services déconcentrés du ministère de l'Éducation de base pour la région du littoral s'est tenu ce 11 avril 2023 dans les services du gouverneur de la région du littoral. Un atelier de renforcement des capacités dont l'ouverture des travaux s'est faite par Aboubakari Aman, secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral, par ailleurs représentant du gouverneur empêché. C'était en présence du directeur des ressources financières et matérielles au ministère de l'Éducation
l'éducation de base, du délégué régional de l'éducation de base pour le littoral et des différents maires de communes. Après l'exécution de l'hymne national du Cameroun, le représentant du gouverneur de la région du littoral, dans son discours de lancement officiel des travaux, a davantage insisté sur l'importance de cet atelier de formation et de renforcement des capacités des responsables de la chaîne d'exécution du budget des services déconcentrés du ministère de l'Éducation de base, dont l'objectif vise l'atteinte des objectifs budgétaires de l'exercice 2023 dans ce département ministériel. Nous venons de lancer un atelier de formation des acteurs en charge de l'exécution du budget du ministère de l'Éducation de base dans la région du littoral. Donc nous allons dire tout simplement, au-delà des connaissances générales, des orientations générales en matière de l'exécution du budget de l'État, le ministère de l'Éducation de base a pris sur lui de former de façon particulière les responsables en charge de l'exécution du budget pour renforcer les capacités de ces responsables afin qu'au terme de l'exercice budgétaire, que les objectifs soient atteints par ce département ministériel. 5 exposés ont meublé les travaux de cette journée, notamment sur le cadre de la gestion des finances publiques, sur les innovations et orientations du budget 2023 du ministère de l'Éducation de base. Les responsables des services d'arrondissement, départementaux et régionaux ont été également instruits sur la maturation des projets d'investissement public, sur les modalités d'exécution des crédits d'acquisition du paquet minimum et enfin sur les modalités d'exécution des crédits pour le fonctionnement des écoles. Au cours des différents exposés animés par des experts et au cadre du ministère de l'Éducation de base, les participants ont su cerner l'essentiel du cadre général de la gestion des finances publiques au Cameroun, tout en s'appropriant les principes de la discipline budgétaire, tels que l'universalité, l'humilité, la transparence, pour ne citer que cela. Le directeur des ressources financières et matérielles au ministère de l'Éducation de base a présenté l'enveloppe budgétaire allouée au Minedup pour l'exercice 2023. Une enveloppe dont le montant s'élève à 254 232 390 375 francs, soit une augmentation d'un peu plus de 8 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2022. La région du littoral s'en sort avec une dotation du paquet minimum s'élevant à 266 220 000 francs CFA. Une dotation au fonctionnement des écoles primaires publiques et des écoles primaires publiques d'application qui s'élève à 467 939 000 francs CFA. Une dotation en gestion automatique qui s'élève à 79 millions de francs CFA. Et les ressources transférées d'un montant d'1 million de francs CFA. Une nouvelle année budgétaire pleine d'innovations a laissé entendre le docteur Dodo Edjane Alain, directeur des ressources financières et matérielles au Minedup. En matière d'innovation, je voudrais d'abord vous dire que c'est une mission de routine. Le professeur Laurent Serge Tudingwa a toujours été à l'écoute des acteurs de la gestion et de l'exécution du budget. Donc il a toujours commis une mission sur le terrain pour renforcer les capacités de ces différents acteurs. L'objectif étant de rechercher la meilleure performance de notre administration. Donc la recherche de cette performance passe nécessairement par le renforcement de leurs capacités. Et vous allez voir les thèmes que nous allons aborder qui vont dans ce sens. Nous avons les innovations, comme vous venez de dire tout à l'heure, les innovations du budget de la loi des finances pour notre département ministériel. Dans l'exécution du budget normal, nous allons insister sur les crédits de fonctionnement des écoles. Nous allons insister sur les modalités des crédits dédiés au paquet minimum. Comment est-ce que le package du paquet minimum doit être constitué. Nous allons le faire avec les maires pour qu'au finish, que nous atteignions les objectifs dont nous sommes assignés. Pour Léopold Yimga Djamen, délégué régional de l'éducation de base pour le littoral, cet atelier de formation et de renforcement des capacités des responsables des services déconcentrés au Minedup permettra aux différents acteurs sur le terrain de mieux faire leur travail afin de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de ce département ministériel en général et le bon fonctionnement des écoles primaires publiques dans la région du littoral en particulier. Nous sommes heureux, n'est-ce pas, que les maires fassent partie, n'est-ce pas, de cette cohorte
d'acteurs à former parce que dans le cadre de la décentralisation, ils bénéficient de beaucoup de projets, de beaucoup d'actions du ministère de l'Éducation de base. Je pense aux constructions, je pense au paquet minimum. Et en ce qui est du paquet minimum, nous avons constaté qu'à la rentrée scolaire, très peu de maires mettent à disposition ce précieux sésame, indispensable, n'est-ce pas, au lancement de l'année scolaire. Il est question donc pour nous tous de nous approprier des règles de fonctionnement, n'est-ce pas, des décaissements, des procédures, des acteurs, la remontée de l'information pour qu'à terme, nous soyons tous outillés pour pouvoir, n'est-ce pas, exhiber les comportements adéquats pour une gestion saine, harmonieuse. Tout ceci, n'est-ce pas, pour le très bon fonctionnement de l'école dans notre région. L'Afrique en a un peu marre des heurts après les différents scrutins, que ce soit présidentiel ou autre. Et c'est la raison pour laquelle, au Congo, le taureau a été pris par les cornes avec cette première édition des masterclass. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique, nous devons comprendre, surtout nos politiques, que nous, Africains, devons éduquer, dans un premier temps nos militants, ensuite les populations, sur la chose politique. Le citoyen de chaque pays africain doit connaître ses droits et devoirs et surtout maîtriser la Constitution dans tous ses contours. C'est l'objectif qui a été visé par la première édition de Masterclass par la force montante congolaise. Un reportage au Congo de Charlotte Abdoulaye. Les hauts cadres du Parti congolais du travail, composés des membres du bureau politique tels que M. Pierre Ngolo, président du Sénat de la République du Congo, M. Isidore Mvumba, président de l'Assemblée nationale, conduit par le secrétaire général du PCTM, Pierre Moussa, ont apporté leur soutien indéfectible à la première édition des Masterclass 2023 de la force montante congolaise qui s'est tenue du 12 au 13 avril 2023 à la salle des conférences du Parti congolais du travail. Connaître son parti pour mieux le servir. Tel est le thème de la première édition des Masterclass de la force montante congolaise. La résidence historique du Parti congolais du travail, la transition intergénérationnelle sont des bienfaits à tirer de cette première édition. En somme, faire en sorte que le passé rencontre le présent dans le cadre d'un échange intergénérationnel pour déterminer l'avenir, assimiler le paradigme que défend notre parti et connaître ses moindres recoins historiques nous permettront, très chers camarades, de mieux le servir. Enfin, permettez-moi au nom de notre organisation et en mon nom propre de chaleureusement remercier les éminents cadres de notre parti. Un grand merci au camarade président Denis Sassou Nguesso, timonier en chef du grand navire Congo, grand artisan de la gouvernance intergénérationnelle, à l'origine d'un cadre juridique, institutionnel et démocratique propice à la pleine participation de la jeunesse au processus de prise de décision. Le secrétaire général du Parti congolais du travail, M. Pierre Moussa, a apprécié l'initiative. Cette tribune, dont nous ouvrons la première édition aujourd'hui, est d'une noblesse indéniable, d'autant plus qu'elle consacre un échange interactif et intergénérationnel sur les thématiques fondamentales de notre organisation, dans le but de permettre aux anciens de transmettre la connaissance aux jeunes. Une minute de silence a été observée à la mémoire du vénérable Alphonse Boundou Nessa. Le membre du bureau politique et président du Sénat, M. Isidore Mvumba, a fait un exposé sur la jeunesse du Parti congolais du travail depuis sa création en 1969 par Marien Ngouabi, secrétaire à la jeunesse du Parti congolais du travail. M. Fernand Sabayé a fait un exposé sur les mouvements juvéniles. Toujours prompte à porter aux Ivoiriens, à réserver aux Ivoiriens une sécurité pour maintenir ce calme et cette tranquillité, tel est le vœu cher du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le 12 avril dernier que s'est tenu dans l'enceinte de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, situé dans le quartier administratif d'Abidjan, le plateau, le Triangle d'Or, que s'est tenu un conseil de sécurité qui a regroupé des hautes personnalités des institutions parlant de sécurité en Côte d'Ivoire. La présence du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tenebi Rahima Ouattara, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire, le général des armées, M. Vagondo Diomandé, ainsi que nombreux responsables.
Et ce Conseil de sécurité était présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, qui a une obsession, la tranquillité des Ivoiriens. Un résumé de ce Conseil de sécurité par le directeur du cabinet présidentiel, M. Fidel Sarrasso. Reportage Koulibaly Ousmane et Muriel Kwaku. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue le mercredi 12 avril 2023 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, dans le quartier administratif du Plateau, sous la présidence du chef de l'État ivoirien, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Nous vous proposons ici le communiqué issu de ce Conseil national de sécurité. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 12 avril 2023 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points. La situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, le Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale est stable. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment des résultats enregistrés à ce jour sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération de sécurisation des fêtes de Pâques dénommée Pakinou 2023. En effet, cette opération, qui mobilise 14 000 éléments des forces de défense et de sécurité sur la période du 4 au 14 avril 2023, a de façon générale permis aux populations de célébrer les festivités pascales dans la paix et la quiétude. Le Conseil national de sécurité déplore cependant la hausse du nombre d'accidents de la circulation enregistrés au mois de mars 2023 par rapport au mois de février 2023. Toutefois, le Conseil national de sécurité constate une baisse du nombre d'accidents mortels sur la même période. Au regard de ces résultats, le président de la République, tout en réitérant ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, a instruit le Premier ministre chef du gouvernement à l'effet de renforcer et d'accélérer les réformes initiées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Concernant l'afflux de réfugiés en provenance du Burkina Faso, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction le démarrage de la mise en œuvre d'une assistance humanitaire en faveur de ces personnes qui ont été accueillies par les communautés locales dans les zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette mesure, qui fait suite aux instructions du chef de l'État lors du dernier Conseil national de sécurité, a notamment permis, à ce jour, avec l'appui du corps préfectoral, des autorités locales et des partenaires humanitaires, le recensement biométrique de 4 235 réfugiés sur les 18 846 estimés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'identification et l'aménagement en cours de 2 sites de transit dans les départements de Ouangolodougou et de Bouna, destinés à accueillir provisoirement ces réfugiés dans l'attente de leur retour dans leur pays d'origine. Le président de la République remercie les communautés hôtes pour le bon accueil réservé à ces réfugiés, de même que tous les acteurs impliqués dans ce dispositif d'assistance humanitaire.
Quand l'Afrique peut célébrer ses meilleurs enfants, ses meilleurs fils, fils avec un grand F. Quand en Afrique on peut se rendre compte de quelque chose qui est bâti avec beaucoup de cœur, avec un respect et un amour pour sa patrie. C'est le cas du célèbre documentaire qui va bouleverser l'entendement de certains Africains. Le pays concerné, c'est le Gabon. Et la ville, c'est Libreville. Et l'institution, la très haute institution concernée, ce n'est autre que la Cour constitutionnelle du Gabon. Vous verrez, de fond en comble, une Cour constitutionnelle bâtie avec une trentaine de salles dédiées. Un documentaire qui va relater tout simplement la naissance de la démocratie gabonaise jusqu'à l'implantation de ce bâtiment fabuleux. Un documentaire de 120 minutes et qui sera multidiffusé sur une trentaine de chaînes. C'est un bing-bang considéré pratiquement comme un tsunami télévisuel qui sera réservé à toute l'Afrique. Regardez cette bande-annonce. Événement. Le palais de la Constitution. L'histoire d'une haute institution. Un rêve, une idée, un amour pour sa patrie. Un chantier colossal. Un bâtisseur pour une œuvre qui restera jamais pour des générations. Le palais de la Constitution. Un documentaire de 120 minutes de la naissance de la démocratie gabonaise à la construction du siège de la Cour constitutionnelle gabonaise. Le palais de la Constitution. C'est 100% inédit et en diffusion mondiale sur 30 chaînes de télévision, radio et plateformes digitales du 1er au 6 mai 2023, marquant ainsi le 30e anniversaire de la Cour constitutionnelle gabonaise. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h50, heure d'Afrique centrale, 19h50, heure d'Afrique de l'Ouest et 21h50 en Europe centrale, sur NTV au 190 du bouquet Canal+, et 777 Star Time. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 21h, heure d'Afrique centrale, 20h, heure d'Afrique de l'Ouest et 22h en Europe centrale. Sur C-Direct au 334 du bouquet Canal+, Fruit au 449, SFR au 852, Easy TV au 3 et Molotov au 3. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h50, heure d'Afrique centrale, 19h50, heure d'Afrique de l'Ouest et 21h50 en Europe centrale. Sur CNN au 12 des bouquets créoling et numéro câble. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 21h, heure d'Afrique centrale, 20h, heure d'Afrique de l'Ouest et 22h en Europe centrale, sur Télé Africa au 321 du bouquet Canal+. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h50, heure d'Afrique centrale, 19h50, heure d'Afrique de l'Ouest et 21h50 en Europe centrale. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 18h, heure de New York, sur Afrique Sol Pro TV, disponible sur le réseau américain Roku. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le mercredi 3 mai 2023 à 21h30, heure d'Afrique centrale, 20h30, heure d'Afrique de l'Ouest, 22h en Europe centrale, sur Canal 2 International au 301 du bouquet Canal+. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 21h, heure d'Afrique centrale, 20h, heure d'Afrique de l'Ouest et 22h en Europe centrale, sur TVZ Africa, disponible sur la TNT à Ouagadougou. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le vendredi 6 mai 2023 à 20h45, heure de Libreville, sur Gabon Première au 320 du bouquet Canal+. Diffusion mondiale sur 30 chaînes de télévision, radio et plateformes digitales du 1er au 6 mai 2023, marquant ainsi le 30e anniversaire de la Cour constitutionnelle gabonaise. Certains se sont dit la semaine dernière, où est passé le grand format? Il est de retour, c'est l'heure du grand format. Le grand format dans cette édition du magazine d'information politique consacré à l'Afrique, au monde afro-mondial, va se focaliser sur un jeune et brillant avocat. Il y a 2 ans, on l'a rencontré, il nous a accordé une très belle interview. Nous avons survolé des problèmes politiques d'Afrique et surtout de son pays, la Côte d'Ivoire.
dont il est député à l'Assemblée nationale. Il est originaire de Kani, dont il est d'ailleurs aussi député de cette ville, qu'il appelle affectueusement son paradis, le paradis terrestre. Rencontre avec Maître Abdoulaye Meïté, avocat de profession et député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Maître, bonjour. Bonjour, Constier. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être des nôtres. Et surtout, je sais que pour la circonstance et pour la période, vous êtes tellement sollicité, votre emploi de temps est tellement chargé, mais toute l'équipe de CNN réunie ici, toute l'équipe de production, ne cessera jamais de vous dire merci d'être là aujourd'hui. Alors, je sais, maître, que vous êtes d'abord avocat, ensuite vous êtes député d'une ville qu'on appelle Kani. Exactement, le paradis. Maître Abdoulaye Ben Meïté, il faudra retenir ce nom désormais. Vous voulez qu'on vous appelle maître ou alors honorable? Maître, je préfère. C'est votre profession. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Alors maître, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, disait que nos pays africains sont des États et non des nations. De nos jours, la Côte d'Ivoire, selon vous, est-elle une nation ou pas? Mais avant, qu'est-ce que c'est une nation? Qu'est-ce que c'est un pays? Alors, c'est une question qui est aussi vieille que cette notion. Vous savez, il y a l'un de mes enseignants qui a eu la plus belle définition de la notion d'État. Il faut partir de là. C'est le professeur Yao-Paul Ntré, ancien président du Conseil constitutionnel, mais que Satan avait possédé à un moment donné, mais qui nous disait en son temps que l'État se définissait comme la fixation sur un territoire d'une communauté humaine régie par un pouvoir institutionnalisé ayant le monopole de la violence légitime. Ça, c'est l'État. Quant à la notion de nation, la notion de nation vient de natio, qui veut dire extraction, donc sortie de. En réalité, il s'agit d'une communauté humaine qui a en partage la conscience d'une identité historique, linguistique, religieuse et autres. À la différence de l'État, une nation n'est pas forcément fixée sur un territoire. Vous avez la nation juive. Ils ont une identité historique, ils ont une identité linguistique et ils ont conscience qu'ils appartiennent effectivement à cette même identité-là. Parlant de la Côte d'Ivoire, je suis aise de dire que la nation ivoirienne est en perpétuelle construction. Et les écueils que nous assistons aujourd'hui participent justement de cette construction-là. Mais je pense qu'il ne faut pas désespérer. Ce n'est pas pour longtemps avec le président Alassane Ouattara. Maître, un de mes brillants aînés me disait que l'Afrique souffre d'une éducation de ses peupléades, enfin de sa peupléade, de ses jeunes. Et ceci m'a amené à réfléchir. Et je vais vous poser aujourd'hui la question parce que vous êtes l'homme indiqué. Qu'est-ce que c'est qu'une république? C'est une très belle question. C'est un terme qui est utilisé, qui est même galvaudé. Pour comprendre la notion de république, il faut revenir effectivement à l'origine, à l'étymologie, qui provient du latin res publica, chose publique. Donc c'est une forme d'organisation de l'État dans laquelle le pouvoir, la chose publique, est la propriété du peuple, est gérée au nom du peuple, soit directement par le peuple, ou alors par des personnes qui sont désignées discrétionnairement par ce peuple-là. Donc directement par le peuple, nous avons par exemple le référendum, où le peuple agit. Et dans le cadre effectivement de ses représentants, vous avez des élus. Ce qu'il faut retenir, c'est que la République rime avec la notion de démocratie. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je crois que vous avez compris, et surtout la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui, parce que c'est surtout à vous qu'on s'adresse, quand on pense et quand on sait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire avoisine à peu près 70%
de la jeunesse qui forme la population ivoirienne, et surtout africaine, parce qu'il est important que les mots soient décrits, et surtout soient vraiment décrits par ceux qui maîtrisent, et rien de plus normal que notre invité soit aujourd'hui Maître Abdoulaye Ben Meïté, avec qui nous parlons un peu de tout ça. Maître, alors, pour aborder la question sécuritaire dans la République, parlons de la sécurité, un axe majeur qui garantit la paix dans tout pays normal. Et je crois que la Côte d'Ivoire a retrouvé toute sa place dans le concert des nations, devenu l'un des pays les plus attractifs du continent. Ce n'est pas trop de le dire, c'est une évidence réelle. En 2010, on dénombrait 6 armées. À ce jour de 2020, nous avons une armée unifiée. Votre commentaire? Je pense que mon commentaire, c'est d'abord une satisfaction. La Côte d'Ivoire vient de loin. Et c'est pour cela, c'est ce qui justifie, consolide mon appartenance à cette vision du président Ouattara. Nous sommes assis aujourd'hui avec ce paysage. Je pense qu'il y a 10 ans de cela, on ne pouvait pas faire pareil. Parlant de sécurité, effectivement, nous avons parlé tout à l'heure, nous avons abordé la question de la République. La République a des personnes qui garantissent sa sécurité. Vous avez la police. Le mot police également vient de policia, qui a la même racine que l'étymologie de politique, les gardiens de la cité. Je pense que c'est un premier critère de sécurité, qu'une république soit gérée par des personnes qui sont légitimes à avoir les instruments, les éléments pour assurer la défense de la cité. C'est le cas actuellement. Donc vous avez parlé d'une armée unitaire. Je pense que cela participe, n'est-ce pas, de la vision et de l'adresse du président de la République qui, avec maestria, a su rassurer les militaires, a su recruter des militaires, a su recruter, rassurer, organiser l'armée. Je pense que cela dénote d'une réelle volonté du fait de la Côte d'Ivoire un État attractif, comme ça l'est aujourd'hui. Alors, Maître, l'apport ou la contribution des collectivités décentralisées, parlons-en pour le commun des Ivoiriens, en quoi cela a-t-il été bénéfique? Alors, vous touchez là un sujet assez important. D'abord, c'est quoi la décentralisation? C'est une forme d'organisation de l'État unitaire, dans laquelle une certaine autonomie est conférée à certaines entités. Vous avez la communalisation, vous avez la régionalisation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense, et c'est ma conviction intellectuelle, aucun État unitaire ne peut véritablement se développer sans une décentralisation réussie. C'est un processus. Je pense qu'il faut, je milite en faveur d'une plus grande autonomie de nos régions, de nos communes. Mais encore faut-il que les personnes qui les incarnent soient suffisamment outillées à la gestion de la chose publique. Mais je suis un peu gêné de constater que la plupart des personnes qui sont à la tête de nos régions, de nos communes, je ne parle pas forcément avec une casquette politique, sont pas suffisamment pénétrés de la responsabilité qui est la leur de conduire à bon port l'action du gouvernement auprès des populations. C'est un instrument de développement. L'autonomie a un prix. L'autonomie demande du sacrifice, mais demande aussi du sérieux. Je pense que la Côte d'Ivoire est en train de réussir cette décentralisation, mais je pense qu'il faut encore des efforts à consentir. Alors, comment croyez-vous apporter une contribution sur la réduction de la pauvreté, souvent incompris par l'Ivoirien lambda, qui n'entend que des espèces sonnantes dans sa poche? C'est son seul entendement. Quand il n'y a pas ça, pour l'Ivoirien, il n'y a aucune évolution ni modernisme. Vous savez, du fait de faire une comparaison, une évolution de la situation, autant de feu de Boigny.
et c'était votre belle époque, hein, au temps de Houphouët-Boigny, il y avait des modèles. Moi, je me rappelle encore, pour l'anecdote, mon modèle était un ministre de la République. Je ne l'ai jamais rencontré, et je rêve même de le rencontrer jusqu'à ce jour. Il est encore vivant. Il s'appelle Camille Ali Ali. Oui, Camille Ali Ali. Il était avocat. Il était avocat en France. Il a été avocat, il est rentré. Houphouët-Boigny lui a fait confiance. Il a été délégué aux affaires étrangères. Il a été ministre de la Justice. J'ai encore ses discours. Mais les jeunes, déjà, à l'enfance, on avait déjà le nom de tous les ministres. On arrivait à les identifier, à s'informer sur eux. On voulait réussir. Et le plus adulé de la classe à l'époque, c'est celui qui avait les plus belles moyennes, les plus bonnes moyennes. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Je pense que la guerre est à l'époque quelque chose. Vous avez vu des gens qui se sont enrichis. Ça a créé une crise des valeurs. Avec son corollaire de jeunes patriotes qui ont estimé qu'il fallait seulement crier Laurent Gbagbo pour avoir de l'argent. Il y en a qui ont estimé qu'il fallait d'abord militer dans le cadre d'une association de défense d'une certaine république pour avoir de l'argent. Donc le travail est relayé au second plan. Je pense qu'il faut aujourd'hui, parlant de la Côte d'Ivoire précisément, il faut réconcilier la Côte d'Ivoire avec sa devise. Il faut de l'union. Il faut de la discipline. Et il faut du travail. C'est pour cela que je prie Dieu que le président de la République ait la santé pour pouvoir achever son programme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, notamment en matière d'éducation, en matière de santé. La volonté y est. Je pense qu'il appartient à la Côte d'Ivoire de créer un climat, un environnement de paix, à l'effet de pouvoir mettre les jeunes, la jeunesse, devant ses propres responsabilités. Il faut travailler. Aujourd'hui, je parle de vous. Déjà, quand on était au lycée Constier-Eka, pour nous, c'était... On dit à Constier qui sort à la télévision. Ou c'était Yves Zobo Junior. Non pas parce qu'ils ont fait de grandes études, mais ils ont cru en leur destin. Et je me rappelle, lors de vos émissions, souvent vous parliez de Paris. Tout à fait. Et en même temps, vous vous vantez de l'école dans laquelle vous avez fait vos classes. Une école de communication. J'ai ça encore en mémoire. Il y avait un rêve. Je pense que la jeunesse aujourd'hui a besoin de rêve. La jeunesse gagnerait à abandonner la facilité. La facilité à des corollaires, la prostitution et consorts, le vol, l'escroquerie, le détournement du denier. Je pense qu'il faut que ça arrête. Il faut que la jeunesse ivoirienne soit suffisamment encadrée à travers des modèles, des personnes qui vont incarner des valeurs. En ces personnes, lorsque la jeunesse se retrouvera, elle abandonnera effectivement ces pratiques qui sont pour moi des pratiques malsaines. Pour présenter à tous les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette Côte d'Ivoire que certains ne connaissent pas, Maître disait tantôt, l'époque Houphouët-Boigny, de mémoire, je n'ai jamais vu cette lagune que je vous présente en ce moment. Je ne l'ai jamais vue aussi propre, je ne l'ai jamais vue sans algues, ce qu'on appelle des salades, de la salade de mer ou de lagune, mais je vous permets de regarder, ce qui peut paraître anodin, regardez cette belle lagune qui est en train d'être transformée et qui va offrir comme ça au peuple de Côte d'Ivoire presque un univers comme on a l'habitude d'aller voir à Dubaï, à Cannes, un peu partout. Ça aussi, c'est des choses marquantes qui peuvent paraître un tout petit peu insignifiantes, mais qui ont leur pesant d'or. Et c'est avec ces belles images de la lagune, si vous êtes à Abidjan, le boulevard lagunaire, en plein cœur du plateau, il y a peut-être quelques barrages qui ne vous permettent pas de voir ça, mais nous, de là où nous sommes installés, nous avons cette très belle vue et jamais on n'a vu cette lagune aussi propre. C'est du travail, un travail fort. Et ce que vous voyez de l'autre côté, ce sera le futur pont qui va relier le plateau à Cocody. Nous venons maintenant, Maître, on revient à vous, pour boucler cette première articulation
Mais là, nous allons vraiment vous dire que nous avons été bluffés. Toute mon équipe et moi, on a fait une petite visite dans cette ville de Kani. On a voulu en savoir un peu plus sur vous. Et quelque chose nous a paru véritablement excitant, mais humainement, ça fait couler presque une larme à notre directrice de production. C'était de savoir comment, vous avez dans cette ville trouvé, qui est la vôtre, c'est sûr, une école sur des branchages, comme d'ailleurs je demande aux téléspectateurs de regarder. Regardez cette école, regardez ces images. Voilà une école, nous sommes en Côte d'Ivoire. Une école où dès qu'il se met à pleuvoir, les enfants de l'eau, complètement, ils sont mouillés. Et cette école que je vous présente en ce moment, je ne dirais même pas un taudis, je ne dirais pas des huttes, je dirais tout simplement avec des branches séchées et du plastique qui faisait semblant de mur. Et maître, vous êtes arrivé, et apparemment, ce qui nous a été répété, peut-être indiscrètement, je ne vous dirai pas par qui, vous avez rebâti une école en dur, comme je vous permets de voir. Regardez ce qu'est devenue cette école aujourd'hui, en dur, avec des beaux murs, des super bancs d'école, mais maître, sous vos fonds propres. Pourquoi? Comment ça s'est fait? Très bien. Vous savez, je dis toujours, il faut vivre utile. Chaque fois que je me rends dans ma circonscription, si ça tombe sur un jour ouvré, la première chose que je fais, c'est de choisir une école pour m'adresser aux enfants. Et quand j'étais encore à l'école primaire, au CM2, après l'entrée en 6e, parce que j'ai suis orphelin de mère depuis... lorsque j'ai eu l'entrée en 6e, j'ai perdu ma mère. C'est une image qui m'a marqué. Alors, je me suis mis à écrire. Il y a un texte qui m'a toujours accompagné, c'est l'effort. Ici, on ne considère l'homme non pas d'après ses origines, mais d'après son travail. Tes parents ont beau être de puissants seigneurs. Si tu ne fais pas tes devoirs, tu n'échapperas pas à la bastonnade ou à la médisance. Ce sont les valeurs personnelles qu'on considère. Vois-tu, si le fils du dernier paysan se distingue par son effort, il te dépassera. Tu deviendras son serviteur. Apprends, étudie, lis, prive-toi de sommeil. Ne te soucie pas de ton corps. Habitue-toi aux difficultés de la vie, comme un bon prêtre ou un bon soldat néglige le confort. Ce texte m'a toujours accompagné. Cette école que vous voyez, c'est un groupe scolaire de 4 écoles. C'est la dernière école, faute des moyens, qui s'est retrouvée effectivement dans ce que vous avez vu. Après mon élection en 2016, je me suis rendu dans cette école où j'ai fait les classes de CP1, CP2 et CE1. Parce que j'étais aux côtés de mon grand-père. À l'époque, on nous envoyait effectivement apprendre à lire le Coran, apprendre effectivement à prier, comme je suis musulman. Et c'est à cette occasion que mon grand-père, le père à mon père, le père à ma mère, a bien voulu m'inscrire dans cette école, dans l'une de ces écoles. C'était une seule école en ce moment, maintenant c'est devenu un groupe scolaire. J'ai vu que la capacité d'accueil de l'école est inférieure au nombre d'élèves. J'ai noté que cette école de fortune avait été créée pour ne pas que certains enfants restent à la maison. Ce jour-là, et il y a des images que j'ai retrouvées effectivement sur le net, vous allez voir que dans cette image, je suis assis dans cette classe, dans l'une de ces classes. Je suis en képi. Alors, ce jour-là, j'ai coulé des larmes. Je suis allé à l'école au temps d'Oufouet de Boigny, dans une classe en dur. Et aujourd'hui, du fait de tout ce que la Côte d'Ivoire a connu comme crise, voici l'école où j'ai fréquenté, qui est maintenant un groupe scolaire, qui se retrouve effectivement en lambeau de telle manière. C'est ce que j'ai décidé de renoncer à mes indemnités de député. J'ai réuni les jeunes de Kani. Je leur ai demandé d'accepter que la jeunesse elle-même
s'approprient cette initiative. C'est vrai que je n'ai pas eu l'accompagnement que j'espérais, mais cela ne m'a pas découragé. J'ai décidé effectivement de renoncer à mes indemnités de député et donc de bâtir l'école. Donc depuis 2016, je ne suis pas indemnisé. Cette indemnité me sert à donner du sourire à des jeunes. L'école est terminée. Aujourd'hui, je suis en train de confectionner les bancs. Je n'ai pas voulu m'adresser à aucune autorité. J'ai voulu demander l'aide à personne. J'ai voulu satisfaire à une obligation de reconnaissance. Parce que le stade que j'ai atteint, qui n'est pas un trop grand stade, mais me permet de me souvenir que j'ai un devoir. Kani m'a tout donné à travers la bénédiction de mes parents. Et vous avez donné à Kani? À mon tour, de lui être reconnaissant. Merci Maître Abdoulaye Ben Meïté. C'est moi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons au prochain numéro. Au revoir. C'est terminé pour cette émission. L'équipe de reportage assurée par Sen Abdoulaye à la caméra, celui-là même qui a un visuel très pointu de sa caméra 4K. C'est normal, c'est pour vous apporter des très belles images. Assisté de Venant Olivette et Ousmane Koulibaly, sans oublier Marcel Basselet qui est le chef cuisinier, et ceux de Paris, Hilaire Blanchard qui coordonne tout simplement l'Europe. Cameroun, Raman Kol, Eric Biquet, Gozo Richard et Stéphane Nego à la mise en onde. Raoul Sonkwe, Charlotte Abdoulaye, Muriel Kouakou pour assurer ce grand magazine qui vous est offert comme ça toutes les semaines. Et n'oubliez pas de suivre toutes les multi-rediffusions, autant sur NTV, sur CNN et sur C Direct. À très vite.